facile, je marcherai, j'avancerai, je réussirai, et les gens verront, ils s'étonneront. Les personnes en situation de handicap étaient à l'honneur ce 23 mai au centre communautaire d'Adakpamé dans le Golfe 1. Togbui Lanklivi Adikou Ier a ouvert son cœur à ces personnes souvent marginalisées. Aujourd'hui, c'est le jour de l'handicapé. C'est eux qui sont à l'honneur aujourd'hui, 23 mai 2025. Et nous voulons encourager toute la population togolaise à travailler, à faire de tout le monde de l'inclusion, c'est-à-dire réunir tout le monde, toutes les couches, sans exception, sans discrimination. Donc le moment est venu et j'ai pensé vraiment, ça fait longtemps que je pense aux handicapés, nos frères handicapés, parce que je n'aime pas tellement les appeler handicapés. Ils sont comme nous, on doit les encourager et on doit faire de eux des êtres valides, des êtres comme nous-mêmes. On doit les encourager, apporter tous les besoins, mais tout ce dont ils ont besoin. Donc aujourd'hui, on le fait honneur, on le fait grâce, on les chante, on les donne la force à ce qu'ils aient la confiance en eux-mêmes. On a fait tout pour qu'ils soient des personnes normales parmi nous. En prélude aux dons et aux réjouissances, une conférence débat a été tenue sur les instruments de protection et de défense des personnes vivant avec un handicap. Cette initiative portée par Togbui Lanklivi se veut inclusive. Aujourd'hui, on a fait à Golfe 1. Il faut que demain, ça se fait à Golfe 2, ça se fait à Golfe 7, ça se fait au nord, ça se fait n'importe où du Togo. Aujourd'hui, on va mettre le droit de l'handicapé sur la scène parce qu'ils représentent 15% de la population togolaise. On ne peut pas les exclure. Aujourd'hui, un travail énorme doit être fait. Moi, j'ai commencé aujourd'hui. Je lance solennellement les chefs traditionnels du Togo, dans leurs quartiers respectifs, de réunir les handicapés, de mettre les droits des handicapés dans leur quartier. Des dons de vivres et de non-vivres ont été faits aux personnes en situation de handicap, chacun selon ses besoins. Les tablettes, les cannes, le riz, le maca, un peu d'argent et tout. Beaucoup de choses, tout ce qu'il faut. La musique et tout. La nourriture, on a une nourriture, on a cuisiné la nourriture pour eux seuls. Et après la nourriture, il y a les fanfares qui vont chanter pour eux. Et puis eux, on va voir comment nos frères handicapés dansent. Cette résolution faisait partie des doléances du cadre permanent de concertation entre acteurs politiques réunis le 19 mai dernier à Lomé. Il s'agit de la réduction du cautionnement pour les candidats aux élections locales avec une mesure incitative pour les candidates. Cette doléance, suivie de bien d'autres, ont trouvé leur solution dans un communiqué du gouvernement en date du 21 mai 2025. Selon des décrets pris par le président du Conseil, les frais de cautionnement pour les candidats aux élections locales sont réduits de 50%. Fixée initialement 50 000 francs pour les hommes et à 25 000 francs pour les femmes, la caution est ramenée à 25 000 pour les hommes et à 12 500 francs pour les femmes. Un autre décret précise le nombre de conseillers à élire et le nombre d'adjoints au maire dans les communes du Togo. Sur les doléances de revaloriser le financement public des partis engagés dans le processus électoral et celle du report des élections, aucune suite n'est encore donnée. Du fait de ses richesses, le golfe de Guinée est en proie à une criminalité maritime. Parmi cette criminalité maritime figure la pêche dite INN, illicite, non déclarée et non réglementée. Celle-ci conduit à la perte de plus de 300 000 emplois de pêche artisanale dans la région. Afin de concentrer leurs actions sur la lutte contre la pratique de la pêche illégale, 6 pays membres du Comité des pêches du centre-ouest du golfe de Guinée, CPCO, à savoir le Togo, le Bénin,
la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Libéria ou encore le Nigeria se sont réunis à Lomé du 19 au 21 mai. L'objectif est de créer une concertation autour du phénomène, un phénomène qui mine les économies et fragilise la sécurité alimentaire des communautés côtières dans la région. Ainsi, à l'issue de la rencontre, il a été décidé de créer un registre régional des navires autorisés. Ceci constitue un outil clé pour centraliser les données, harmoniser les contrôles et aussi de suivre en temps réel l'activité halieutique dans la zone. Au Togo, pour avoir une alimentation saine, il va falloir débourser près de 2000 francs CFA. Un coût relativement faible en comparaison avec les autres pays d'Afrique. C'est ce que révèle le récent rapport des Nations Unies sur la sécurité alimentaire. L'indicateur d'une alimentation saine s'appuie sur 6 groupes alimentaires essentiels qui sont les féculents, les fruits à coque et à graines, les légumes secs, les huiles et graisses, les fruits ainsi que les produits d'origine animale. Ajusté en parité avec le pouvoir d'achat, ce coût place le Togo parmi les pays africains où l'accès à une alimentation saine est moins cher. Il est classé 6e sur le continent. En Afrique de l'Ouest, une alimentation saine coûte un peu plus moins cher en Guinée qu'au Togo et un peu plus cher en Côte d'Ivoire et au Sénégal. Selon le rapport de la FAO, une alimentation saine à moindre coût est un atout. Toutefois, elle rappelle que le niveau bas du coût d'accès à une alimentation saine ne signifie pas pour autant que l'accès réel à l'alimentation saine est garanti. Preuve, la région ouest africaine concentre près de 300 millions de personnes incapables de s'offrir une alimentation équilibrée. Selon une récente étude de l'Organisation mondiale pour la santé OMS, 62% des Togolais consomment des boissons alcoolisées, ceci durant au moins 7 jours dans le mois. Parmi ces boissons alcoolisées figure le sodabi, produit fabriqué localement. Cette fabrication vient d'être certifiée. En effet, il s'agit d'un certificat qui émane du Comité togolais d'agrément, qui est un organe technique de la Haute Autorité de la qualité et de l'environnement. Selon le comité, c'est un certificat qui atteste que le processus de fabrication du sodabi répond désormais aux normes officielles. Toutefois, ce certificat couronne un processus rigoureux mené en 2 étapes, à savoir le diagnostic qualité sur le site, suivi de la mise en œuvre du protocole de certification. Valable pour 3 années, ce document pourra être renouvelé à condition que l'entreprise maintienne ses engagements en matière de qualité et d'hygiène. Par ailleurs, rappelons que plusieurs recherches mettent en lumière des comorbidités significatives liées à la consommation excessive d'alcool. Noordek, banlieue de la côte ouest de la péninsule du Cap en Afrique du Sud, est peuplée à 90% par la population blanche. Des habitants de ce quartier naviguent à contre-courant des accusations de génocide de blancs en Afrique du Sud, réitérées par Donald Trump. Même si le risque zéro n'existe pas en matière de sécurité, ces populations nient toute disparité raciale concernant le taux de criminalité. Trump est fou. Il dit que des fermiers blancs sud-africains ont été tués. Savez-vous ce qu'il a fait? Il a montré des photos de blancs au hasard qui ne viennent pas non plus d'Afrique du Sud. Il est fort probable qu'il y ait des régions en Afrique du Sud qui soient plus ciblées, mais dans l'ensemble, je ne pense pas vraiment que nous soyons ciblés. Pourtant, des Afrikaners ont trouvé refuge aux États-Unis, craignant pour leur vie en Afrique du Sud. Je pense qu'il y a des crimes partout. Bien entendu, si le nombre de personnes défavorisées augmente et si l'argent manque, la criminalité augmente également. Néanmoins, la criminalité persiste parmi les Noirs, tout comme parmi les Blancs. De l'eau au moulin de Cyril Ramaphosa, le président sud-africain, qui a fermement refuté l'idée que les Sud-Africains blancs fuyaient le pays en raison des politiques racistes. Les Sud-Africains ont exprimé jeudi leur soutien au président Cyril Ramaphosa après sa confrontation avec le président américain Donald Trump.
Le dirigeant sud-africain a profité de cette rencontre pour réfuter les allégations sans fondement sur les persécutions et assassinats des fermiers blancs. Pour se défendre, Ramaphosa a encouragé Trump à écouter sa délégation. Je pense que le président Ramaphosa a bien représenté le pays. Je pense que la délégation, en particulier celle qui l'a accompagnée, était très stratégique. Je pense que tous les membres de cette délégation ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour notre pays. Ramaphosa a permis aux golfeurs professionnels Ernie Els et Retief Gozen de s'exprimer et de soutenir ses propos. Les Sud-Africains, bien qu'enjoués par l'attitude de leur président, n'ont pas manqué de lui apporter quelques suggestions. Même si j'ai l'impression qu'il n'a pas donné assez d'informations sur le génocide des Blancs en Afrique du Sud, il a très bien géré la situation et je pense qu'il aurait dû lui dire que nous avons une histoire peu glorieuse. Et des chansons comme Kill the Boer, Kill the Farmer ne sont que des chansons de lutte, des chants de lutte, et ce n'est pas comme si les gens allaient sortir et tuer n'importe qui dans les fermes. Le gouvernement sud-africain dirigé par des Noirs est accusé par le président américain de saisir les terres des fermiers blancs et poursuivre des politiques anti-blancs et étrangères anti-américaines. L'Ukraine a soumis à la Russie une liste de prisonniers de guerre en vue d'un échange selon le principe 1000 pour 1000. Volodymyr Labouzov, l'un des défenseurs de Mariupol, a passé près de 10 mois en captivité en 2022. Dans une interview accordée à Euronews, il dit espérer que l'échange ait bien lieu, mais aussi que les civils ukrainiens retenus en Russie puissent rentrer chez eux. Російська Федерація захопила в полон не лише військовослужбовців, не лише воїнів, захисників, а також і цивільних громадян, зокрема і дуже багато дітей були депортовані в Росію з окупованих територій, і які мають бути повернуті без жодних умов, без жодних домовленостей. Тому так, 1000 на 1000 – це добре, але це добре, якщо це виключно буде стосуватися військовослужбовців. Selon le procureur général ukrainien, 9 prisonniers de guerre sur 10 sont soumis à la torture et autres mauvais traitements en captivité en Russie. Volodymyr Labouzov a lui-même été torturé dans les prisons russes. Il demande à l'Europe d'accroître la pression sur la Russie pour qu'elle restitue tous les prisonniers ukrainiens et affirme que l'Occident ne comprend pas pleinement les intentions de Moscou dans sa guerre en Ukraine. Під час мого перебування в полоні, під час одного з допитів, ці кати, які проводили допитувальні дії наді мною, вони пропонували співпрацю. Мета була одна – приєднуйся до нас і разом підемо захоплювати Європу. 90% військовополонених отримують таку пропозицію, але у відкриту ці кати говорять – переходь до нас, звільняємо Україну, йдемо далі на Європу. Israël a appelé à de nouvelles évacuations dans le nord de la bande de Gaza où il poursuit ses bombardements malgré les critiques internationales croissantes sur l'intensification de son offensive dans le territoire palestinien. Selon la défense civile palestinienne contrôlée par le Hamas, au moins 107 Gazaouis ont été tués au cours de ces 24 dernières heures et plusieurs bâtiments dont l'hôpital Al-Aouda, l'un des 2 derniers hôpitaux ouverts dans le nord de l'enclave, ont été touchés par les frappes. Le personnel de l'hôpital indique que les frappes ont provoqué des incendies et d'importants dégâts aux équipements et aux réservoirs d'eau. De son côté, l'État hébreu nie toute responsabilité dans l'attaque car il ne ciblait pas le bâtiment et promet l'ouverture d'une enquête. Au même moment, les Nations Unies déclarent avoir distribué aux habitants le contenu de 90 camions d'aide humanitaire sur les 200 qui sont arrivés à Gaza ces derniers jours, une quantité insuffisante après près de 2 mois et demi de blocus complet. L'organisation précise que le reste n'est pas encore arrivé au centre de distribution en raison de nouvelles procédures de sécurité mises en place par Israël. L'agence israélienne chargée de superviser les opérations d'aide affirme, elle, que selon ses propres études, il n'y a pas de pénurie de nourriture dans l'enclave. Les frappes israéliennes se sont également étendues au Liban. Plusieurs médias locaux rapportent que des sites proches de la frontière ont été touchés. Israël affirme avoir ciblé des bâtiments et des installations appartenant au Hezbollah afin d'empêcher le groupe de se réarmer.
Le Premier ministre libanais a appelé la communauté internationale à faire pression sur Israël pour qu'il respecte l'accord de cessez-le-feu existant. Cette trêve, établie entre les deux pays en novembre dernier, est violée quasi quotidiennement par Israël, selon Beyrouth. Après des décennies de conflits diplomatiques, le Royaume-Uni a rétrocédé jeudi l'archipel des Chagos à l'île Maurice. Londres versera désormais 120 millions d'euros par an pour louer la base militaire américano-britannique de Diego Garcia, située sur cet archipel du nord de l'océan Indien. Le Premier ministre britannique Keir Starmer estime que cet accord permettra d'assurer le fonctionnement de cette base stratégique pendant plusieurs générations. Les îles Chagos étaient sous contrôle britannique depuis 1814. En 1965, le Royaume-Uni les a séparés de l'île Maurice, qui est devenue indépendante 3 ans plus tard. Dans les années 60 et 70, Londres a expulsé quelques 2000 personnes pour faire place à la base militaire de Diego Garcia, que les États-Unis ont ensuite utilisée pour mener leurs opérations au Vietnam, en Irak et en Afghanistan. En 2019, la Cour internationale de justice a ordonné au Royaume-Uni de restituer l'archipel des Chagos à l'île Maurice. Pour le Premier ministre mauricien, Navin Ramgoolam, l'accord signé jeudi avec Londres complète le processus de décolonisation entamé en 1968. Nouvelle escalade dans la guerre ouverte entre l'administration de Donald Trump et les élites universitaires américaines. Le gouvernement a interdit à Harvard d'accueillir des étudiants internationaux à partir de la rentrée 2025-2026. Cette décision a été officialisée ce jeudi par la ministre de la Sécurité intérieure, Kristi Noem, qui affirme ainsi lutter contre un environnement de violence et d'antisémitisme qui s'est développé sur le campus. We have an interest as a nation, as President Trump has spoken to quite often, that we have an interest as a nation for these universities that are supposed to be the gold standard to actually deliver people who are educated and can function in society and on campuses that encourage a learning environment as opposed to one of left-wing activism. L'université dispose de 72 heures pour transmettre les données exigées par le gouvernement si elle souhaite voir la sanction levée. Harvard, qui accueille près de 6700 étudiants internationaux, soit 27% de ses effectifs, dénonce une attaque politique et a déclaré qu'elle s'efforçait de fournir des conseils aux étudiants. La ministre de la Sécurité intérieure accuse également l'université de se coordonner avec le Parti communiste chinois sur son campus. Selon elle, plusieurs membres d'une organisation paramilitaire chinoise ont été formés à Harvard ces dernières années. Le camp républicain reproche plus généralement aux grandes universités américaines de promouvoir des idées de gauche jugées trop progressistes. Les associations de défense des libertés individuelles y voient, elles, une offensive contre la liberté d'expression.